Nous allons reprendre aujourd'hui le thème du moi et deux autres termes qui sont moi idéal et idéal du moi. Ce sont deux termes qu'on retrouve dans la pensée de Freud et plus précisément dans un écrit pour introduire le narcissisme auquel nous avons déjà consacré plusieurs vidéos. Et si l'on regarde de plus près dans le paragraphe où Freud écrit, cite, nomme ces deux termes, moi idéal et idéal du moi, on aura un peu du mal à trouver une distinction d'un point de vue conceptuel, d'autant plus que Freud, par après, ne va plus reprendre le terme de moi idéal. En revanche, l'idéal de moi sera repris. Et souvenons-nous, la remarque de Lacan, quand Freud utilise un mot, il a toujours le souci, et on le découvre quand on pose quelques réflexions en plus, le souci de la précision. Autrement dit, quand Freud utilise un mot, il y a toujours une raison. Et Lacan va, tenant compte de cette remarque, extraire deux concepts de ces deux termes, moi idéal et idéal du moi, qui sera les colonnes portantes du schéma optique de Lacan. Ceci dit, pour Lacan, bien qu'il y ait une petite différence entre le moi et moi idéal, au fond, le moi est toujours un moi idéal parce que, pour Lacan, le moi se forme à partir du registre de l'imaginaire, à partir du stade du miroir. Mais avant Lacan, il y avait d'autres psychanalystes, on va les citer, Lundberg et Lagache, qui vont reprendre ces deux termes de Freud et les utiliser comme des concepts. Nürnberg dira que le moi idéal est un moi archaïque, très proche du ça, qui se forme à partir de l'identification à la mère, à partir de la toute-puissance maternelle. Et concernant Lagache, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Et si nous-mêmes, quand on lit ce paragraphe où Freud parle des deux termes, on peut quand même intuire que moi idéal, c'est le moi idéalisé. Et dans le contexte où Freud cite ce mot, c'est le contexte du narcissisme. Et donc oui, le moi idéal peut très bien le faire fonctionner comme l'héritier du narcissisme primaire, de la toute-puissance, voilà, de la toute-puissance infantile. Et si maintenant on voulait, d'une manière très concrète, poser une distinction que chacun de nous peut retrouver dans la vie quotidienne, eh bien, quand vous êtes dans un lieu de travail et vous devez réaliser une tâche, il y a le moi qui raisonne, qui voit si il y a des capacités pour résoudre, pour réaliser cette tâche, s'il y a des temps à disposition pour amener à bien la tâche. Si cela n'est pas possible, on le dit au responsable, écoutez, c'est pas possible. Le moi idéal, ce serait cette sensation de toute puissance, de dire, d'avoir cette certitude d'y arriver. On se voit même supérieur à tous les autres, comme si dans la fantaisie, les autres ne vont pas y arriver, c'est moi qui vais y arriver, le moi idéal. L'idéal du moi, ce serait plutôt que, voilà, j'ai cette tâche à réaliser, je comprends bien que je ne peux pas vraiment y arriver, mais cela me met à mal parce que je voudrais quand même renvoyer une certaine image à l'autre. Et ça, c'est mon idéal du moi, de donner une bonne image dans mon lieu de travail, donc je vais me faire certains objectifs pour y arriver. Par exemple, faire une formation très rapide, en quelques jours, pour avoir les outils pour résoudre, et comme ça, voilà, pour satisfaire mon idéal du moi. Et voyons maintenant avec la pensée de Freud, en essayant d'être le plus proche à sa pensée, de voir comment est-ce qu'on peut distinguer moi et moi idéal. L'idéal du moi, on a déjà consacré pas mal de vidéos à l'idéal du moi, et Freud l'explique très bien en quoi il consiste, l'idéal du moi. Voyons ici comment
peut-on poser une distinction entre le moi et le moi idéal avec les outils que Freud nous donne à propos du moi. Je vais seulement citer quelques fonctions. J'avais déjà consacré une vidéo au moi. Si on va prendre les aspects du moi qui nous intéressent pour parler du moi idéal. Ben, premier aspect, le moi est la partie la plus proche de la réalité. C'est dans le moi que se joue également l'épreuve de réalité, de voir si ce qu'on pense correspond à ce qu'on voit. Et en tout cas, voilà, face à la réalité, c'est le moi qui est le plus proche, par rapport au sein, par rapport au surmoi. Les autres fonctions, les autres aspects très importants du moi, dans le moi, on retrouve ce qui est le raisonnement, la logique, le bon sens, la cohérence, c'est propre du moi. L'autre aspect, c'est dans le moi qu'on retrouve la fonction du temps, hein, l'avant, l'après, de ordonner les événements dans le temps et de faire aussi de repérage dans l'espace. Oui, maintenant, le moi idéal. Le moi idéal, comme je l'avais montré dans le petit exemple de l'employé, c'est là où se présente la rêverie, l'imagination, la fantaisie, là où, quand on se retrouve dedans, pris dans cette rêverie, eh bien, on a la certitude de faire ce qu'on veut. Et là, cette sensation de toute-puissance qui est à l'arrière-plan. Bien, on comprend bien que dans le cas du moi idéal, eh bien, le moi idéal est la partie du moi qui n'est pas proche à la réalité. Et les autres aspects et fonctions qu'on retrouve dans le moi, ici, on ne les retrouve pas. C'est-à-dire, dans le moi idéal, eh bien, il n'y a pas le raisonnement qui est important. Ce n'est pas la logique, ce n'est pas la cohérence qui va ordonner, qui va être en amont de la construction de la rêverie, de la fantaisie. Bien au contraire, c'est l'opposé, Comme il n'y a pas légalement le temps. C'est-à-dire, on peut faire la même rêverie aujourd'hui, dans un mois, dans 2 mois, etc. Et on ne tient pas compte non plus de l'espace qu'on peut voler. Donc on ne tient pas compte de l'espace qu'on doit tenir les pieds par terre. On peut voler aussi comme on veut dans une construction imaginaire. Et là, on voit bien qu'il y a une espèce d'opposition entre le moi et moi idéal, opposition qu'on retrouve dans la pensée, dans les réflexions, opposition, voilà. Citons quelques-unes, opposition entre science et imagination, entre histoire et mythologie. L'histoire doit tenir compte des données, doit tenir compte du temps, c'est la date d'un avant, d'un après, alors que la mythologie, bien qu'elle puisse au départ s'inspirer de certaines données, après elle se dégage des données et ne tient pas compte du temps. Ce sont des constructions atemporelles. Donc on voit bien qu'il y a des oppositions et on pourrait continuer à en citer d'autres. Bien, voilà le moi idéal. Et l'idéal du moi, on ne va pas revenir trop dans les détails, l'idéal du moi est ce qu'on a devant soi à atteindre pour se sentir bien, pour avoir cette sensation de la toute-puissance, comme disait Freud, pour se sentir aimé comme on l'était à la période de la première enfance. Donc, on voit bien là la différence entre moi idéal et idéal du moi. Le moi idéal, dans ses fantaisies, on réalise actuellement. On n'a pas besoin d'atteindre, on n'a pas besoin d'un regard autrui. Alors que dans le cas de l'idéal du moi, oui, on doit atteindre, et c'est très important aussi, le regard, par le regard propre, aussi le regard des autres. Et donc voilà, moi idéal et idéal du moi. Et le moi et moi idéal sont très importants dans ce qui est l'équilibre narcissique.
Et on verra bien ça dans les détails avec un exemple. Avant de passer à un exemple pour voir certains inconvénients, dans le cas où il y a un moi idéal très gonflé, le moi idéal, eh bien, il y a une période particulière du développement de l'être humain où le moi idéal explose. C'est-à-dire qu'il va se présenter d'une manière très énergique, d'une manière très forte. C'est à la période de l'adolescence. Période de l'adolescence que on va rêver, on a une forte imagination, on se voit fort alors que concrètement on est très faible. Toujours dans cette construction imaginaire, où là on a des moments où on a une surestime de soi incroyable. C'est à cette période qu'on a l'impression d'attraper le monde avec la main. Mais c'est aussi à cette période qu'il y a un contraste aussi, qu'on ressent des contrastes très forts, des moments on se sent très très supérieur, et puis il y a des moments par contre voilà, qu'on descend très 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 bas. Et on va expliquer cela pourquoi. Et au fil des années qui passent, c'est-à-dire que voilà, après on se rend compte que ce qu'on avait rêvé, eh bien, ne peut pas être réalisé, ce moi idéal va se réduire, bien qu'il reste tout de même encore actif, il va se réduire. Mais voyons maintenant les situations psychologiques où il y a un moi très gonflé, qui pouvait déjà être gonflé pendant l'enfance et à l'adolescence, où tout moi idéal explose, eh bien, on va voir les inconvénients du moi idéal d'un adolescent qui avait déjà un moi idéal gonflé pendant l'enfance. Et pour cela, on va présenter un exemple d'un garçon de 14 ans qui, chaque fois qu'il va dans la cour de récréation, il observe un groupe d'ados un peu plus grands que lui, un peu plus âgés que lui, qui se présentent d'une manière très sûre d'eux, très fort. Ils ont un certain charisme et dominent l'espace. C'est-à-dire c'est eux qui décident ce que les autres doivent faire ou pas. Et là, dans sa rêverie à lui, quand il voit que quelqu'un de ce groupe est là à déranger un autre, eh bien, il se voit là intervenir dans son imagination et se voit très fort, d'autant plus qu'il regarde souvent des films d'action. Il aime bien les films d'action où il y a de Rock, cet acteur très grand, avec très musclé, et s'identifie à ce personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans ces formations imaginaires, rêveries, où il se voit là intervenir, eh bien, il se voit comme The Rock. Il arrive un jour que, voilà, quelques-uns de ce groupe d'ados vont vers lui et l'obligent à donner un objet qu'il avait en main. Et lui, il refuse et se voit un peu comme ce personnage de Rock, donc il est pris dans cette identification. Et il va réagir avec les mains, et chaque fois qu'il réagit, il se voit comme ce personnage. Mais dans la réalité, c'est que l'ado le plus grand va le jeter par terre et va avoir le dessus sur lui. Et là, il va ressentir une certaine infériorité couplée avec un sens de honte. Pourquoi de honte? Parce que tout cela se passe sous le regard des autres adolescents, des autres garçons et des filles également. Et là, ils sont de la honte. Qu'est-ce qui va se passer par après, les jours qui viennent par après? Bien là, il va s'appuyer sur l'idéal du moi, c'est-à-dire qu'il va se renseigner et voir un peu s'il peut se perfectionner et devenir fort, vraiment comme The Rock. Et donc, se poser des objectifs. Et voilà qu'il va être de plus en plus dépendant de l'idéal du moi. L'idéal du moi là, va occuper une place très importante parce que à chaque fois qu'il atteint quelques petits objectifs, donc il va s'inscrire à faire de la musculation pour la musculation, il va s'inscrire dans un club de art martial, de combat, il va apprendre des techniques de combat. Chaque fois qu'il apprend, voilà qu'il a une sensation de se sentir plus fort, mais il va aussi dépendre
du regard des autres, du jugement des autres. Chaque fois qu'on va lui dire, ah, voilà que tu te bats très bien, ça va lui donner un sentiment de bien-être, c'est-à-dire le sentiment d'infériorité va diminuer, va se réduire. Et, et il va également, quand il s'aperçoit de ne pas bien faire une certaine technique, ou bien que son physique n'est pas très musclé, eh bien, il va cacher alors. Il va mettre en route également des mécanismes voilà, qui vont cacher ce que lui il pense qu'au regard des autres va être pas bien vu. Et donc là, c'est pour éviter la honte. Donc faire pour ne pas avoir de sentiment d'infériorité et ne pas faire pour ne pas avoir de la honte. Et lorsqu'il ressent de la honte, là, que cela veut dire un moi idéal qui peine à se montrer, cela veut dire s'éloigner de l'idéal du moi, et eh bien voilà que l'assise narcissique, l'identité, subit des secousses très fortes. Et là, il y a des angoisses qui peuvent être plutôt fortes, et donc ça va accentuer tous ces circuits. Et lorsque il se retrouve dans des situations, par exemple toujours la récréation, dans la cour de récréation, où face au groupe, bien s'il a maîtrisé une technique, et c'est là que se mobilise de nouveau le moi idéal, surgir la grande rêverie, c'est que pour lui, déjà, une technique, c'est comme s'il était de roc, un petit muscle qui apparaît, c'est comme s'il était de roc, et là, il est pris par un sens de supériorité très forte, de toute puissance, bien que s'il les met en œuvre, s'il va vraiment réagir, eh bien, il se retrouve de nouveau par terre, et donc ressurgit de nouveau le sentiment d'infériorité, et on voit bien comment des cercles vicieux vont s'engendrer entre moi idéal et idéal du moi. Le moi qui fait toute attention, donc en contact avec la réalité, qui fait dans le raisonnement, qui se regarde au miroir, ah, il y a ça qui ne va pas, je ne dois pas montrer, donc pour ne pas avoir de honte, ou bien ça je peux montrer, donc il va avoir moins de sentiments d'infériorité. Le moi idéal qui prend à chaque fois comme petit acquis, comme une grande ressurgence de la toute-puissance, et voilà le grand qui est là, un grand sens de supériorité, bien que dans la réalité ce n'est pas le cas. Et l'idéal du moi, il est soumis à l'idéal du moi, que ce soit envers lui pour atteindre l'objectif, que ce soit envers les autres, pour ne pas avoir un mauvais regard des autres. Et bien voilà, en ce qui concerne ce thème-là, ce serait intéressant aussi de mettre en perspective le moi idéal, comme je vous l'ai un peu expliqué ici, et le soi grandiose de Coate, mais ce serait un thème à part. Et bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.